Aujourd'hui, à travers l'histoire de Brenda Delgado, nous allons explorer les tréfonds de l'âme humaine. Nous allons découvrir comment la passion peut virer à l'obsession, puis au drame. Le mercredi 2 septembre 2015, peu avant 20 heures, la police de Dallas, au Texas, est appelée pour intervenir dans un complexe résidentiel luxueux. En effet, l'un des habitants a entendu un cri strident quelques minutes plus tôt. Les officiers parcourent le bâtiment sécurisé, explorent le garage et tombent sur le corps sans vie d'une jeune femme. Elle est là, encore assise au volant de sa voiture, tout juste garée. Ils observent une blessure béante au niveau du haut de son crâne, ainsi que de petits éclats de balles parsemés sur la scène du crime. Kendra Hatcher, 35 ans, vient d'être froidement exécutée par arme à feu. La jeune dentiste venait d'accepter un emploi dans un centre médical dédié à la prise en charge d'enfants dans le besoin. Très croyante, elle employait son temps libre à enseigner la Bible aux habitants de quartiers défavorisés. Elle rejoignait régulièrement des missions caritatives à l'étranger. Durant ces missions, elle offrait des soins dentaires gratuits aux plus jeunes démunis. Avec tout ce qu'on entend ici, Masha'Allah, ça se voit que c'était une bonne personne. Kendra était décrite par tous comme une âme charitable, soucieuse des autres et très travailleuse. Elle faisait partie de ces gens qui ont le cœur sur la main et qui font tout pour aider leurs prochains. Et ça, c'était très très beau. Le docteur Tammy Pantano, une amie de Kendra Hatcher, dira même les choses suivantes. Vous pouviez l'appeler à 3 heures du matin et elle répondrait sans aucune hésitation. Son rire était contagieux, aigu et magnifique. Elle dégageait la joie de vivre et plein de bonheur. Je ne voyais même pas comment cela pouvait être possible. Les gens comme Kendra ne se font pas tirer dessus. Ils ne sont pas assassinés. C'était dévastateur. On peut dire de Kendra Hatcher que c'était une belle âme. Elle n'avait pas choisi la médecine pour s'enrichir, mais pour véritablement aider les autres. Voir une personne comme elle, avec de si belles valeurs, avoir un destin aussi tragique, ça fait mal au cœur. Depuis quelques mois, Kendra fréquentait le docteur Ricardo Paniagua. C'est un dermatologiste d'une trentaine d'années également, et il filait le parfait amour. À l'instant où Ricardo, surnommé Ricky par son entourage, a posé les yeux sur le profil Tinder de Kendra, ce fut le coup de foudre. En décrivant cette rencontre, Ricky dira les mots suivants plus tard. Nous étions juste vraiment synchronisés dès le départ. Ils partageaient les mêmes valeurs, avaient des projets communs et un avenir radieux semblait les attendre. Très proche de sa famille, Ricardo avait même déjà présenté Kendra à cette dernière. Complètement tombé sous le charme de la dentiste de 35 ans, ils l'ont accueillie avec joie au sein de leur foyer, comme si elle était des leurs. En même temps normal, et il faut le dire, Kendra était une pépite. Elle dégageait énormément de bien et ça se ressentait. Ici, on peut imaginer à quel point les parents de Ricky devaient être comblés de le voir épanoui avec une femme si bienveillante et brillante. Kendra et Ricardo étaient très amoureux et ils s'imaginaient vieillir ensemble. Ils se projetaient les mains fripées et les cheveux grisonnants, en train de raconter leurs nombreuses péripéties à leur futur petit enfant. D'ailleurs, ils allaient bientôt partir en voyage pour découvrir Cancun au Mexique. Leur départ était prévu le 3 septembre 2015. Tragiquement, tous les espoirs et les rêves que Kendra et Ricardo avaient bâtis ensemble ont été brutalement anéantis la veille de leurs vacances. Ce soir-là, Ricardo se trouve dans l'appartement de sa moitié en attendant qu'elle rentre du travail. Malheureusement, quelque chose de sinistre va se produire. Un pistolet Smith & Wesson, calibre 40, met un terme à la vie de Kendra, dans un bruit assourdissant. En inspectant la scène du crime, les officiers remarquent que le sac à main de la victime est manquant. Ils pensent alors qu'il s'agit d'un vol à main armée qui a mal tourné. Mais quelque chose les interpelle dès les premières heures de l'enquête. Grâce aux traces de poudre mises en évidence sur les lieux, la police scientifique constate que Kendra Hatcher avait les mains en l'air. Elle les avait placées derrière la tête lorsqu'on lui a tiré dessus. Une position qui est généralement adoptée pour indiquer à un agresseur que l'on est non armé ou pour se protéger d'une attaque. Vous imaginez ici, vous rentrez tranquillement chez vous après une longue journée de travail. Vous garez votre voiture dans le parking de votre résidence, vous tournez les clés pour couper le contact et là, sorti de nulle part, un homme se tient face à vous, arme à la main et vous menace. Là, vous faites tout ce qu'il vous demande et vous gardez bien les mains en évidence. Et puis alors que vous avez le dos tourné, vous entendez un clic et là, c'est terminé. Lâchement, on vient de vous abattre, alors que vous étiez de dos et sans armes. On vous tire une balle à l'arrière de la tête et votre vie prend fin. C'est à la fois tellement triste et d'une lâcheté sans nom. Le type n'a même pas eu le cran de la regarder dans les yeux avant de presser sur la détente. Pour les enquêteurs, ça ne colle pas. Pourquoi tirer sur cette femme en pleine tête alors qu'elle était visiblement coopérative et sans défense ? Quel petit truand irait jusqu'à commettre un meurtre juste pour un sac ?
Ça semblait beaucoup trop gros, juste pour un sac à main. Leurs soupçons s'intensifient et se précisent lorsque les enquêteurs examinent attentivement les vidéos enregistrées. Ils vont visionner les enregistrements des caméras de surveillance de la propriété de Haut Standing. À 19h15, une Jeep modèle Grand Cherokee entre dans le garage, soit environ 30 minutes avant celle de la victime. À son bord, 2 individus, une femme côté conducteur et un homme côté passager. Puis à 19h42, c'est la voiture de Kendra Hatcher qui s'engage dans le parking fermé de la résidence. Les enregistrements montrent alors le passager de la Jeep sortir du 4x4. Il se dirige rapidement vers le véhicule de la victime, puis revient avec précipitation à l'intérieur de la Jeep. Aussitôt, l'homme est de retour dans l'habitacle. La femme au volant démarre sans attendre et prend la route. Cette fois, ils en sont certains. Si les conducteurs de la Jeep se trouvaient sur le parking avant la victime et qu'ils sont repartis à toute allure juste après le crime, ce n'est pas un hasard. Ils attendaient Kendra Hatcher et l'avaient pris pour cible. Ici, il ne s'agit pas d'une simple attaque qui a tourné au drame, mais bien d'une exécution. Tout semblait être calculé et la police en était sûre. Grâce aux vidéos de surveillance, la police de Dallas détient de précieux éléments. Toutefois, la qualité de ces dernières ne permet pas de distinguer les plaques de la Jeep Grand Cherokee. Alors pour avancer rapidement dans l'enquête et mettre toutes les chances de son côté, la police diffuse des images du véhicule auprès de tous les médias locaux. Les retombées ne se font pas attendre et ils ont des résultats. Un homme, José Luis Ortiz, contacte les enquêteurs après avoir vu les photos de sa Jeep sur toutes les chaînes de télévision. C'est bien sa voiture, mais il affirme qu'il n'était pas à son volant la soirée du 2 septembre. À vrai dire, il avait prêté son véhicule à 2 amis, Crystal Cortez et Brenda Delgado. Ici, ça doit être horrible de savoir que tu as prêté ta voiture à 2 potes et que ces 2 individus vont l'utiliser pour commettre un meurtre horrible. Faut vraiment être démoniaque pour se servir des gens comme ça. Par contre, un grand bravo à José qui n'a pas hésité une seule seconde à appeler la police pour aider dans l'avancement de l'enquête, au risque de faire tomber ses amis. Surtout qu'il faut savoir que Brenda a plus ou moins menacé José lorsqu'il l'a confronté après avoir reconnu sa Jeep à la télé. Elle lui a dit que Crystal s'était rendue sur ce parking pour acheter de la drogue et que quelque chose avait mal tourné. Brenda a insisté, il ne doit rien dire à personne, sinon il risquerait gros et se ferait expulser. Heureusement, José ne s'est pas laissé manipuler aussi facilement et a fait ce qui lui semblait juste, informer les forces de l'ordre de tout ceci. Le jour de l'exécution de Kendra, les 2 femmes lui demandent de l'aide. A priori, la voiture de Crystal Cortez est tombée en panne le matin même. Ainsi, José accepte gentiment de leur confier sa propre voiture, tandis que lui va tenter de réparer celle de son ami. Le soir, alors que ses 2 amis sont censés lui rendre son 4x4 après le travail, Brenda lui propose plutôt de dîner ensemble au restaurant. Crystal n'est pas là, sa Jeep non plus. Ce n'est que plus tard dans la nuit que son véhicule est ramené chez lui. José précise qu'il n'avait aucune idée des intentions de Brenda et de Crystal. Le témoignage de José semble crédible et cohérent avec les premières pistes de l'enquête. Mais quel est le lien entre Brenda, Crystal et Kendra ? Qui est l'homme dans la voiture ? Et pourquoi Brenda n'apparaît pas sur les enregistrements du parking ? Beaucoup de questions sans réponse. Justement, pour les obtenir, les policiers interpellent les 2 suspects 2 jours après le meurtre de Kendra. Dans un premier temps, Brenda Delgado, 33 ans, est étudiante en soins dentaires. Elle va affirmer qu'elle ne connaît pas Kendra Hatcher. Elle va présenter aux enquêteurs un alibi a priori valable. Elle était au restaurant avec José au moment du meurtre. Elle a même un ticket de caisse en sa possession pour le prouver. Mais les enquêteurs le sentent, quelque chose cloche. L'histoire de Brenda Delgado est trop parfaite pour être vraie. De son côté, Crystal Cortez, 23 ans et mère célibataire, bafouille des explications sans queue ni tête. Elle revient sans arrêt sur son récit et le modifie. D'abord, elle explique qu'un inconnu du nom de Lamar l'a forcée à conduire jusqu'au parking pour commettre un vol. Elle était en train de dire qu'il l'a menacée avec une arme. Elle va même préciser que son garçon se trouvait aussi à bord de la voiture. Mais ce qui est étrange, c'est qu'il n'y a aucune trace d'enfant sur les images de vidéosurveillance. Au pied du mur, face aux preuves concrètes des policiers, et après avoir négocié une sentence allégée, Crystal délivre finalement un autre scénario. Ok, personne ne l'a forcée à conduire la voiture, et elle connaît l'homme sur les images. Il s'agit de Christopher Love. Cependant, elle le jure, elle ne savait pas que qui que ce soit serait tué et pensait participer à un braquage. Les enquêteurs apprennent que c'est Brenda Delgado qui a commandité cette attaque auprès de Crystal Cortez et Christopher Love. Lorsqu'il interroge sur les motivations de ce crime, Crystal leur explique que Ricardo Paniagua est l'ex-petit ami de Brenda Delgado. Et oui, ce même Ricky qui partageait la vie de Kendra depuis quelques mois.
Ça y est, voilà le chaînon manquant qui fait prendre tout son sens à cette affaire. Les enquêteurs se penchent alors plus sérieusement sur le cas de Brenda Delgado. L'inspecteur Eric Barnes de la police de Dallas indiquera plus tard: elle a admis que Brenda l'avait payé pour être le chauffeur. Malheureusement, je n'avais pas assez de preuves pour placer Brenda en garde à vue. Donc la seule chose avec laquelle j'ai dû travailler était une contravention à payer et nous l'avons arrêtée pour cela. S'ils remarquent rapidement que la jeune femme semble plutôt instable, ils sont bien loin de se douter de toute l'étendue de sa folie meurtrière. Maintenant, parlons un peu de cette Brenda. On va s'intéresser un peu plus sur sa vie et qui elle est finalement. Elle est née en 1982 dans le centre du Mexique. Son père décide de démarrer une nouvelle vie aux États-Unis. Brenda est encore une jeune enfant lorsque toute la famille déménage à Dallas, au Texas. Brenda est décrite par ses proches comme une enfant tranquille, timide et attentionnée. Elle travaille bien à l'école, elle obtient de bons résultats et ses profs l'adorent. Plus tard, elle va dédier tout son temps libre à ses études et elle va jongler avec 2 emplois à temps partiel en parallèle de ses cours, fleuriste et serveuse. Brenda Delgado est très vite félicitée pour sa rigueur et son éthique au travail. Elle veut véritablement faire de grandes choses dans sa vie. Aussi loin qu'elle s'en souvienne, son rêve était de suivre des études médicales. Malheureusement, ses parents n'ont pas les moyens de financer un tel parcours universitaire. Une fois son bac en poche, Brenda est embauchée comme assistante dans un cabinet dentaire de Dallas. Cette position lui permet d'avoir un pied dans cet univers qui la passionne, la médecine. En août 2012, la jeune femme de 30 ans fait une rencontre qui va chambouler sa vie, celle de Ricardo Paniagua, que tout le monde appelait Ricky. Comme elle, Ricky est de nature discrète et s'investit à 100% dans son travail. Il a grandi en Californie, vient d'une bonne famille et a étudié à la prestigieuse université de Stanford. Et encore mieux, il est dermatologue. Brenda est aux anges, elle a trouvé l'homme de ses rêves, un docteur réputé qui gagne très bien sa vie. Grâce à lui, non seulement elle se rapproche un peu plus de l'univers de la médecine, mais en plus, elle accède à toutes ces choses qui l'ont toujours fait envie. Voyage aux 4 coins du globe. Restaurants chics, soirées privées et cadeaux hors de prix. Ricky, quant à lui, est émerveillé devant l'ambition sans limite de Brenda et son parcours de battante. Peu importe les difficultés qu'elle rencontre, la jeune femme rebondit. Lui aussi est issu d'un milieu modeste. Plus jeune, il vivait dans une petite caravane perdue en plein milieu de la Californie. Il s'était battu pour en arriver là, alors l'histoire de Brenda l'intrigue et résonne en lui. Pour leur premier encart, ils se rendent à un concert de la célèbre Jennifer Lopez. Et juste comme ça, Ricky et Brenda tombent amoureux sur la piste de danse. L'assistante dentaire touche du doigt son fantasme ultime, sortir avec un docteur. Car ouais, je ne l'avais pas encore précisé, mais Brenda s'est découvert cette passion pour la médecine pour ces quelques raisons. Principalement pour l'argent et le statut social que ça pouvait lui apporter. Ici, je trouve que c'est hyper malsain. Alors oui, pour certains métiers, on va pas se mentir, c'est possible de le pratiquer sans plaisir juste pour gagner de l'argent. Ça, je pense qu'on est tous d'accord. Mais ici, un métier comme celui-ci, médecin, à mes yeux, tu peux pas pratiquer ce métier juste pour l'argent et le statut social. C'est beaucoup trop sombre. Ça fait partie des métiers où l'humain, le partage, doit être au centre de tout. Alors certes, avoir une bonne paye pour être récompensé de son travail, mais surtout être vraiment passionné par ce métier où tu as des vies entre les mains. C'est hyper important je trouve et ça doit passer avant tout. Enfin bref, la trentenaire crie sur tous les toits qu'elle est en couple avec un médecin. Elle va faire en sorte que tout le monde sache qu'elle mène un train de vie luxueux. Elle ne parle que de ça en boucle, si bien que son entourage commence peu à peu à se sentir mal à l'aise. Brenda semble accorder plus d'importance à la situation avantageuse de son dermatologue plutôt qu'à Ricky lui-même. D'ailleurs, la famille de Ricky voit clair dans le jeu de Brenda et n'approuve pas particulièrement leur relation. Mais aveuglé par son amour pour la jeune femme, Ricky refuse de voir la réalité en face. Brenda finit par emménager chez lui au bout de 3 mois de relation. En 2013, Brenda Delgado intègre un cursus d'hygiène dentaire. Son ambition se concrétise. Après tous ses efforts et sacrifices au terme de cette formation, elle pourra finalement exercer un métier plus ou moins en lien avec la médecine et gagner beaucoup d'argent. Alors que tout semble aller pour le mieux, la solidité du jeune couple va être mise à rude épreuve. Moins d'1 an après leur rencontre, Brenda tombe enceinte. Et ce n'était pas du tout le moment de fonder une famille, ni pour l'un, ni pour l'autre. Ricky est débordé par son travail et ne se sent pas prêt à assumer le rôle de père, tandis que Brenda, elle, jongle entre son emploi d'assistante dentaire et sa nouvelle formation. D'un commun accord, le couple décide que la meilleure chose à faire est d'avorter.
Bien qu'elle ne laisse rien paraître, Brenda est dévastée. D'ailleurs, petite parenthèse, j'aimerais bien avoir votre avis concernant l'avortement et ce que vous en pensez. C'est un sujet très délicat, donc s'il vous plaît dans les commentaires, ne vous battez pas, je vous ai à l'œil, bande de fourbes. Sur ce, le débat est lancé et j'ai hâte de vous lire. Bref, dans les notes de son smartphone, elle décrit la torpeur qu'elle traverse et son déchirement d'avoir recours à une telle pratique. Elle qui désirait tant fonder une famille avec Ricky. Elle se fait une promesse à elle-même. Un jour, ils auront des enfants ensemble. Brenda et Ricardo traversent tant bien que mal cette épreuve difficile. Au début de l'année 2014, le jeune homme offre une bague de promesse d'engagement à sa bien-aimée. En gros, c'est pas une bague de fiançailles officielle. C'est plus une bague que tu offres pour lui prouver ton amour et que tu veux passer le restant de ta vie avec elle à ses côtés. Mais en aucun cas, il n'y a un engagement derrière. Un truc très américain qui n'existe pas vraiment chez nous. Enfin, je crois. Reprenons. Bien que ce petit anneau soit la promesse d'un amour sincère, le jeune couple se détériore petit à petit. L'opinion de la famille de Ricardo vis-à-vis de Brenda ne change pas. Il la trouve opportuniste, dépensière et autoritaire. À force d'entendre des remarques ici et là, le dermatologue commence à prendre du recul. Après bientôt 2 ans de relation, il s'aperçoit que même si Brenda est une femme formidable, qu'elle est forte et pleine de ressources, ce n'est peut-être pas son âme sœur. Influencé par sa famille, Ricky se pose de sérieuses questions sur sa relation. Certes, il est amoureux de Brenda, mais l'amour ne fait pas tout. Il se rend compte que les motivations de Brenda ne sont pas aussi pures qu'il le pensait. C'est vrai qu'elle parle souvent d'argent, de son argent à lui en fait, mais plus que d'en parler, elle va le dépenser. Et puis il y a ces crises de jalousie qui s'accentuent et s'intensifient. Elle l'accuse sans arrêt de flirter avec d'autres femmes alors qu'il est fidèle et honnête. Tout ceci devient si lourd à supporter. Finalement, en juillet 2014, Ricky prend la décision de quitter Brenda et lui demande de s'installer ailleurs. Vous vous en doutez, elle ne l'a pas très bien pris. En même temps, elle faisait quasiment tourner tout son monde autour de Ricky. Dès qu'elle en avait l'occasion, elle parlait de lui et de son couple. Depuis 2 ans, tous les projets qu'elle dessine sont en lien avec lui. Elle n'a Dieu que pour lui et ne pense à rien d'autre. Et bam, là, d'un coup, tout s'arrête. Celui qu'elle considérait comme l'homme de sa vie ne veut plus d'elle. Je pense qu'on a tous déjà eu le cœur brisé, cette sensation de déchirure. Quand on réalise que c'est fini, le temps se fige et puis tout notre monde s'effondre. D'ailleurs, j'envoie plein d'amour à tous ceux qui traversent une rupture à ce moment précis. C'est jamais facile à vivre et ça on le sait tous. Tu sais quoi ? Viens par, fais un gros câlin à Mogo. Faut pas être triste. Le temps passe et le temps répare. Le temps répare surtout. Même si vous vous dites le contraire et que vous vous dites « Mogo, c'est bien, tu sais parler, t'as que de la parole », vous verrez, le temps passe, vous serez guéri. Inch'Allah. Sérieux, je vous souhaite que du bien à ceux qui traversent ce moment difficile. Vraiment, c'est sincère, force à vous. Du coup, en sachant tout ça, on imagine bien l'état dans lequel cette rupture a mis Brenda. La jeune femme supplie Ricardo de rester avec elle. Complètement dévastée, elle tente par tous les moyens de le faire changer d'avis. Mais le jeune homme ne cède pas, c'est fini. Mais bien qu'il soit déterminé à passer à autre chose, Ricky ne souhaite pas non plus rayer Brenda de sa vie. Faut savoir ce qu'on veut, bon sang. Ça sent jamais trop bon quand tu veux rester en contact avec ton ex. Enfin, voyons ce qui va se passer. Il ne la déteste pas et il ne lui a rien fait de mal après tout. Alors les amants déchus restent en contact. Ici on ne va pas juger, chacun gère les choses à sa manière. Après bon, c'est vrai que l'amitié entre Brenda et Ricky, c'est pas l'idéal. Parce que des ex devenir amis, moi je dis que c'est pas trop possible. Ça sent mauvais, surtout que Brenda n'était pas prête à lâcher le morceau. La jeune femme n'arrive pas à se faire à l'idée. Dès qu'elle le peut, elle s'arrange pour être présente dans la vie de Ricky. C'est plus fort qu'elle, elle veut s'assurer qu'il va bien. Elle veut prendre soin de lui, même de loin. Il est sa raison d'être. Et bien doucement, sans que ni l'un ni l'autre s'en rendent compte véritablement, l'amour de Brenda s'est transformé en obsession. Après quelques semaines, un sentiment de malaise s'installe chez Ricky. Même s'il ne mesure absolument pas l'ampleur du phénomène, il réalise que la situation est néfaste. Conserver ce lien ne permet pas à Brenda d'avancer, et lui, il se sent de plus en plus oppressé. Ricardo ose dire la vérité à Brenda et lui propose de prendre un peu ses distances. À contre-cœur, mais pour lui faire plaisir, elle accepte. Au fil des jours, ce qui n'était à l'origine qu'un simple petit coup d'œil sur les réseaux sociaux de son ex-petite amie devient un vrai besoin compulsif. Brenda surveille les moindres faits et gestes du dermatologue. Elle passe des heures à scruter ses profils. Qui sont ses nouveaux abonnés? Qui a liké sa photo? Où est-ce qu'il se trouve? Pourquoi telle ou telle personne commente sa photo? Enfin bon, vous l'avez compris. Et puis Brenda réalise qu'elle peut se simplifier la tâche.
Sa mère est la femme de ménage de Ricky, et ça signifie qu'elle possède les clés de son appartement. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça super bizarre de continuer à travailler pour l'ex de sa fille. En même temps, vous allez me dire c'est le boulot et il faut faire la part des choses. Dites-moi quand même votre avis dans les commentaires, parce que je vous avoue que ça me laisse un peu perplexe. Grâce au double de sa maman, Brenda s'introduit chez Ricky. Elle fouille dans l'historique de ce dernier, fait une copie de son permis de conduire et de sa carte de sécurité sociale. Ensuite, elle récupère l'ensemble des mots de passe utilisés par son ex-petit ami. Activités bancaires, agenda, localisation et email. À présent, elle a accès à absolument tout et directement depuis chez elle. Elle consacre la majeure partie de son temps à espionner Ricky. Lorsque celui-ci s'inscrit sur des sites de rencontres, elle s'assure que les messages de ses concurrentes n'arrivent jamais à destination. À chaque fois qu'une fille s'intéresse au profil de Ricardo, le beau et séduisant dermatologue, Brenda supprime son invitation avant qu'il puisse en prendre connaissance. Le pauvre ne se doute absolument pas que son ex tire les ficelles de sa vie, caché dans l'ombre. Face à ses échecs en ligne, le docteur s'inscrit à des cours de salsa dans l'espoir de faire des rencontres intéressantes. À sa grande surprise, il tombe un jour sur Brenda qui elle aussi veut danser. Cette coïncidence va troubler Ricardo, et tu m'étonnes. Comme par hasard, c'était un peu trop gros je trouve. Depuis Brenda, il n'a pas réussi à créer une connexion avec qui que ce soit. Et là, la voilà en face de lui pour danser la salsa. C'est un peu comme si le destin les avait réunis, et si finalement ils étaient bien faits l'un pour l'autre. Bien entendu, notre cher Ricardo ne l'a pas compris. Et ce qui se cachait derrière ce destin, c'était Brenda. Grâce à son travail d'espionnage, elle savait qu'il prenait des cours de danse. Et c'est là qu'elle a décidé de le croiser pour essayer de refaire vivre cette flamme. Elle voulait que ça reprenne et qu'il tombe encore amoureux d'elle. Alors en septembre 2014, les deux amants tentent à nouveau leur chance. Mais au grand désespoir de Brenda, ça ne prend pas. Après à peine 5 mois, Ricardo envoie un email à la jeune femme pour lui annoncer qu'il veut rompre encore. Attendez. Par email, donc le gars veut rompre avec sa petite amie par email. C'est assez particulier comme façon de faire. C'est pas tous les jours que ça arrive ce genre de choses. Mais je pense qu'il va agir de la sorte parce qu'il faut le dire, Brenda lui fait peur. Elle ne veut pas lâcher l'affaire. Donc au lieu de lui dire en face, il va préférer lui envoyer un message dans sa boîte mail. Là on sent qu'on arrive à un point de non-retour. Qu'il est dépassé par la situation et qu'il veut en finir une bonne fois pour toutes. Ce second échec prouve au docteur que sa relation avec son ex-petite amie est définitivement terminée. Quelques jours plus tard, il s'inscrit à nouveau sur des sites de rencontres, et Brenda assiste en silence à cette scène d'horreur. Dans la tête de Brenda, il l'a déjà oublié, il ne l'aime plus. Comment est-ce possible? Comment peut-il déjà chercher une remplaçante? La jeune femme est désemparée, mais elle refuse de prendre le risque qu'il en découvre son obsession. Elle est extrêmement vigilante et ne veut éveiller aucun soupçon. Toutefois, Brenda a une stratégie bien ficelée. Dès qu'elle le peut, elle suit Ricardo lorsqu'il a un rencard. Elle fait semblant de tomber sur lui par hasard. Quand il se trouve au restaurant, eh bien elle a tout calculé. Elle a justement commandé un plat à emporter ici et se trouve au même endroit. Croyez-le ou non, Ricky va déclarer plus tard qu'il n'avait aucune idée que Brenda l'espionnait. Il pensait vraiment que toutes ces rencontres étaient des coïncidences. Là, on pourrait penser que Ricardo est naïf. Mais en fait, je ne pense pas. C'est un type si gentil qu'à aucun moment, il ne peut imaginer que quelqu'un soit capable de faire ça. Plus tard, le docteur confiera. Environ tous les 7 à 10 jours, je la croisais lorsque je faisais mon jogging. À l'époque, je pensais que ce n'était qu'une coïncidence. C'est ainsi qu'en mai 2015, après quelques rencarts qui n'ont rien donné, le docteur Ricardo Paniagua télécharge Tinder et fait la rencontre de son grand amour. Kendra Hatcher, une femme exceptionnelle de 35 ans, talentueuse, généreuse et classe. Là, ça sentait vraiment pas bon, et je pense que vous voyez tous le truc venir. Comme vous le savez déjà, à la minute où Kendra et Ricardo posent les yeux l'un sur l'autre, ils deviennent inséparables. En à peine quelques semaines, le dermatologue et la dentiste pédiatrique tissent un lien si fort qu'ils envisagent déjà de se marier. Et ce n'est pas pour déplaire à la famille de Ricardo. Pendant ce temps, Brenda rumine des idées noires. Elle voit tout ce qui se passe, elle sait tout. Kendra Hatcher, la grande dentiste aimée par tout le monde, qui lui vole sa place. C'était hors de question, Ricardo est à elle. Sa famille va finir par l'aimer, autant qu'elle aime Kendra. Elle peut y arriver. L'obsession de Brenda pour son ex-petit ami Ricardo va peu à peu empiéter sur Kendra. La jeune femme brisée se met à espionner sa rivale. Elle crée un faux profil sur Facebook de manière à être amie avec Kendra et accéder à son activité. Elle va même jusqu'à se garer devant son immeuble pour l'observer depuis sa voiture. À ce stade, Brenda développe une obsession maladive et malsaine pour ce couple de docteurs.
Elle ne parle que de ça. Elle souffre terriblement et veut leur faire payer. Kendra ne le sait pas, mais son destin est scellé. Brenda Delgado, une jeune femme pourtant brillante, capable d'accomplir de belles choses, s'est perdue. Elle a emprunté une voie sombre et terrifiante. Quelques mois après la rencontre de Kendra et Ricky, la femme meurtrie réclame vengeance et justice. Durant l'été 2015, elle rencontre régulièrement Crystal Cortez. C'est une jeune maman célibataire complètement fauchée. Voyant dans le désespoir de Crystal une opportunité d'accéder à ses fins, l'assistante dentaire fait une proposition à sa nouvelle amie. Si elle accepte de l'aider à se débarrasser de la nouvelle fiancée de Ricky, elle lui propose un deal. Brenda lui offrirait 500 $, de la drogue gratuite à vie et une voiture. Crystal hésite. Brenda lui a raconté des histoires absolument horribles sur Kendra. En plus, sous ses airs innocentes, Brenda ferait partie d'un dangereux cartel mexicain. C'est ce qu'elle lui a affirmé, donc elle peut difficilement refuser. Intimidée par les mensonges complètement délirants, Crystal accepte la proposition de Brenda. Ensemble, elles vont élaborer un plan pour se débarrasser de Kendra. La première idée du duo, c'était la suivante. Injecter une dose létale d'héroïne à la dentiste. Bon, visiblement, elles ont vite réalisé que personne ne pourrait croire à une histoire pareille, une histoire de drogue. On parle de Kendra Hatcher, c'était très peu probable. Après des jours de réflexion et de longs moments passés à espionner Kendra pour connaître ses habitudes, Brenda opte pour une option plus sanglante, une arme à feu. Elle est persuadée que la meilleure solution est de faire croire à un vol à main armée qui a mal tourné. Pour elle, c'était le crime parfait. Seul hic à ce plan infaillible, ni Brenda Delgado ni Crystal Cortez n'ont de pistolet en leur possession. C'est ainsi que Christopher Love, 31 ans avec un gros casier judiciaire, fait son entrée dans cette affaire. Comme Brenda, Christopher a de grandes ambitions. Il veut passer de vendeur de drogue à proxénète. Le jeune homme boit chacune des paroles de Brenda. Elle connaît le business et elle lui dit qu'elle fait partie d'un cartel très important. Grâce à elle et tout ce qu'elle lui promet, argent, drogue, c'est sûr il va pouvoir monter sa petite entreprise. Alors Christopher se joint à Brenda et Crystal et ramène avec lui son pistolet Smith & Wesson calibre 40. La tête pensante du trio connaît l'emploi du temps de Kendra et Ricky par cœur. Elle planifie les moindres détails de ses funestes plans. Les petits amoureux partent en vacances à Cancun le 3 septembre 2015. Et d'après les informations qu'elle a recueillies, Ricky et Kendra vont partir vivre ensemble en Californie prochainement. Elle doit agir maintenant ou il sera trop tard. Pendant que Crystal et Christopher sont envoyés pour faire le sale travail de la part de Brenda, la veille du départ pour Cancun, cette dernière doit s'arranger un alibi. Alors lorsqu'elle se retrouve nez à nez avec José le matin du 2 septembre 2015, parce que la voiture de Crystal est en panne, elle saute sur l'occasion. Sans le savoir, en prêtant sa Jeep à la douce Brenda, José lui permet d'accomplir ses desseins macabres. Et en plus, Brenda se sert de lui pour fabriquer de toutes pièces un alibi. Ce soir, elle l'invite en tête-à-tête au restaurant. On pourrait presque penser qu'elle est généreuse, la fourbe. La suite, vous la connaissez déjà. Les deux complices de Brenda vont suivre chacune de ses indications. Attendre le soir dans le garage de la résidence, c'est le moment le plus propice dans les journées de Kendra pour passer à l'action. Là, ils vont tuer Kendra et voler son sac pour faire croire à un braquage. Ensuite, ils vont ramener la Jeep à José comme si de rien n'était. Après son arrestation, Crystal va témoigner auprès de la police. Tout ce qu'elle va dire apportera des réponses clés aux inspecteurs. Par contre, ce que vous ne savez pas, c'est que Brenda a été en cavale pendant plus de 7 mois au Mexique. Elle a même figuré sur la liste des 10 personnes les plus recherchées par le FBI. Mais finalement, elle sera arrêtée. Lors de son procès en juin 2019, le jury n'a eu besoin que de 20 minutes pour la reconnaître coupable. Elle est condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Christopher Love est également reconnu coupable et on le condamne à la peine de mort. Pour finir, Crystal Cortez écope de 35 ans de prison. Une peine un peu plus clémente que les deux autres car elle a témoigné contre Brenda. Certaines personnes pensent que le mariage est l'étape ultime pour un couple, qu'après ça, le reste de ta vie sera destiné à ton époux ou à ton épouse. Et vous, avez-vous déjà imaginé comment serait votre vie avec la personne que vous aimez? En tout cas, s'il y a bien une étape cruciale pour un jeune couple, c'est la lune de miel, et vous allez comprendre pourquoi je vous dis tout ça. Aujourd'hui, nous allons parler du couple Dawson, fraîchement mariés, partis prendre leurs vacances post-mariage en ce mois de juillet 2022. Malheureusement pour la jeune femme, ces vacances vont tourner au drame, et encore maintenant, tout le monde cherche à comprendre comment une lune de miel dans un endroit paradisiaque a pu autant tourner à l'horreur. Ce que je vous propose, c'est de faire un focus sur ce couple qui a fait tant parler de lui et de cette triste histoire. Let's begin.
Christy Jiao Chen est une femme de 36 ans. Enfant unique, elle avait l'habitude de voyager avec sa mère en partageant ses voyages sur les réseaux. Elle est décrite comme une personne super douce, gentille, qui ferait n'importe quoi pour n'importe qui. Elle est aussi généreuse, extravertie et si amusante. Une femme qui a beaucoup d'amis et qui a toujours voulu que tout le monde se sente inclus. Dans un premier temps, elle est chef pâtissière. Elle a possédé une boulangerie à Denver dans le Colorado. Mais il y a quelques années, elle décide de tout lâcher, de revendre sa boulangerie et de s'installer à Memphis afin de reprendre les cours pour devenir chercheuse en pharmaceutique. Elle s'inscrit donc à l'université Christian Brothers. Étudiante remarquable, elle recevra même un prix d'excellence en 2021. Tout ça pour ses compétences supérieures en communication verbale et écrite. Diplôme en poche, elle peut enfin exercer le métier qui lui plaît. Et c'est comme ça qu'elle devient employée en tant que pharmacienne chez Kroger. Il s'agit d'un supermarché qui vend de tout. Littéralement, on peut trouver des articles pour tout et rien. De l'autre côté, nous avons Bradley Robert Dawson, âgé de 38 ans, et il vit également à Memphis. Ce que l'on sait de lui, c'est qu'il travaille comme spécialiste des technologies de l'information chez Youth Village. C'est une organisation à but non lucratif qui aide les enfants et qui améliore leur vie. Christy et Bradley se rencontrent en novembre 2021. Très vite, ils emménagent ensemble et achètent une maison sur Elsie Avenue dans le quartier Cooper Young, toujours à Memphis. Cette maison ne leur a coûté pas moins de 250 000 $. Quand même, 250 000 $. Ils étaient plutôt ambitieux. C'était un couple de ce qu'il y a de plus beau en apparence. Leur amour était intense, très intense. En anglais, on utilise le terme whirlwind romance, traduit littéralement par tourbillon de romance. Et bah c'était un peu ça ce qu'ils étaient en train de vivre. Et c'est pour ça que je vous ai parlé de coup de foudre en début de vidéo. Parce que cette expression en français peut littéralement se traduire par coup de foudre. C'était un peu ça, une relation très passionnelle. Seulement dans cette expression, il y a une connotation qui voudrait que ça démarre très vite, mais que ça pourrait aussi s'éteindre très vite. On peut interpréter ça comme un réel coup de foudre, dont ils ne s'attendaient pas, ni lui, ni elle, ni leurs proches. C'est arrivé comme ça, du jour au lendemain. Bien sûr, qu'on y croit ou non, on peut penser que les coups de foudre existent. Mais dans ce genre de situation-là, ce n'est pas considéré comme quelque chose de stable. Il y a une dimension un peu chaotique. En gros, c'est quelque chose d'à la fois passionnel, mais plutôt dangereux. Je sais pas si vous m'avez suivi jusqu'ici, mais c'est pour vous dire que l'amour est parfois très complexe. Bref, comme je le disais tout à l'heure, Christy et Bradley se mettent ensemble en novembre 2021. Et c'est là qu'ils décident de s'unir seulement 3 mois après leur rencontre. Forcément, l'annonce de ce mariage a été une surprise pour tout le monde. D'ailleurs, peu de personnes proches de Christy ont pu rencontrer Bradley avant le mariage. Alors oui, certaines personnes l'ont littéralement rencontré le jour J. Mais même s'ils ne l'avaient jamais rencontré, Christy n'a jamais parlé en mal de lui. Elle n'avait jamais mentionné de dispute auparavant, donc c'est important de le noter. Le mariage a été organisé en seulement 26 jours. 26 jours, c'est tellement rapide, et je pense que ça s'explique notamment par rapport à leur coup de foudre. Suite à ça, toutes leurs décisions semblaient être précipitées, et ça se voyait qu'ils avaient envie de vivre au jour le jour. C'est donc le 18 février que le couple se dit oui. Ce jour-là, Christy portait une robe bustier blanche, un bouquet à la main et arborant un immense sourire, pensant sûrement aux années de joie et de bonheur qui les attendaient. Selon ses amis, elle était impatiente d'avoir des enfants et de passer le reste de sa vie avec son époux. D'ailleurs, le photographe du mariage dira les choses suivantes. Hier, Christy et Brad ont eu une magnifique journée printanière pour célébrer leurs noces. Ils étaient là avec leurs familles et amis les plus proches à la belle James Lee House. La joie de Christy et Brad rayonnait sur tous les visages et c'était tellement agréable à filmer avec la caméra. Le lendemain, le 19 février, toujours dans leur bulle d'amour, les nouveaux mariés organisent une nouvelle fête. Cette fois-ci, ce serait plus intime, seulement une vingtaine de personnes, et ils seraient dans une auberge de leur ville natale à Memphis. Pour des raisons que l'on ignore, peut-être le Covid ou le travail ou simplement attendre les beaux jours avec de bonnes températures, le couple décide de faire leur lune de miel quelques mois plus tard en juillet. Nous sommes donc le 7 juillet aux îles Fidji. L'endroit où ils étaient était vraiment magnifique et idyllique, le Turtle Resort. C'est un complexe hôtelier des îles Yasawa, dans le Pacifique Sud. C'est une petite île située à 350 km au nord-ouest de Suva, capitale des Fidji. Cet endroit est connu pour être isolé, des plages immaculées, des eaux cristallines, des palmiers, de la végétation partout. Mais c'est également un endroit très réservé. En effet, pour la petite histoire, en 1980, ce complexe a servi de tournage pour le film The Blue Lagoon. La notoriété de cette île n'est plus à prouver. Seulement 14 couples peuvent y être accueillis à la fois. C'est un réel paradis sur Terre,
Seuls les habitants et le personnel résident sur l'île. Beaucoup de célébrités y vont pour passer leur lune de miel, comme par exemple Jessica Simpson ou encore Britney Spears. Ce luxe n'est pas donné à tout le monde, car la nuit à elle seule est à 3500 $. Alors imaginez pour une semaine de vacances. Ouh, ça pique, ça doit faire très mal au portefeuille. A priori, ce seraient les parents de Christy qui leur auraient offert cette sublime lune de miel. Et bah franchement, merci à eux, parce qu'il faut le dire, c'est un cadeau magnifique. Jusqu'ici, comme on peut le voir, tout se passe très bien. Le couple vit un rêve éveillé. Ils sont amoureux et s'apprêtent à faire leur lune de miel. Un événement qu'ils étaient impatients de vivre, mais si je suis là aujourd'hui pour vous raconter cette histoire, c'est que malheureusement quelque chose va très mal tourner, quelque chose de très sombre arrive. Personne n'aurait pu s'en douter, mais il va bel et bien se passer quelque chose d'horrible. Et on va le découvrir ensemble sans plus attendre. Cela fait 2 jours que le jeune couple vient d'arriver. Nous sommes donc le 9 juillet. Christy et Shane décident de se joindre à une fête organisée sur l'île ce soir-là. Il s'agit de la soirée familiale, constituée du personnel de l'île et des invités présents. Le couple s'amusait, mais les choses ont dégénéré lorsque Bradley a commencé à agir de manière inappropriée avec quelqu'un d'autre. Ici, malheureusement, on n'en saura pas plus concernant ce qu'il a fait ou encore avec qui. D'ailleurs, des personnes présentes ce soir-là lors du dîner diront que ils s'amusaient et buvaient beaucoup, mais vers la fin, ils avaient l'air troublés. C'est durant cette soirée qu'une dispute prend place et qu'une tension s'installe. Ici, quand on regarde bien, c'est vraiment étrange. Un couple fraîchement marié, en pleine lune de miel, qui se dispute seulement 2 jours après leur arrivée. Surtout que Christy n'avait jamais mentionné de dispute auparavant. Ça me laisse penser que soit le couple était explosif, soit ils ont eu des tensions auparavant, mais qu'ils n'en ont jamais parlé à qui que ce soit. Voyant la soirée devenir un gâchis, Christy et Bradley décident de rentrer. Sur la plage, alors qu'ils marchaient pour rejoindre leur bungalow, la dispute s'intensifie. Et vers minuit, lorsqu'ils arrivent enfin à destination, ils ne s'arrêtent pas. Leur voisin de plage dira quelque chose de troublant les concernant. En effet, vers minuit, ils auraient entendu une dispute, un grand cri, puis un long silence. Avant de poursuivre, on va faire une petite parenthèse afin d'en savoir un peu plus sur la vie de Bradley et retourner directement sur son passé. Si au début nous savions peu de choses sur lui, les informations soulevées durant l'enquête nous permettront d'en apprendre un peu plus tard. Et ce qu'on peut dire, c'est que ça ne va pas du tout en sa faveur. Avant sa relation avec Christy, il avait déjà été marié. Son ex-femme Kristen Baker donnera une interview après l'affaire. Elle parlera de leur relation qui remonte à 2005. Ils se sont rencontrés à l'université et tombent amoureux très vite. Elle dira que leur relation a été intense et rapide. Ici, on a le même schéma qu'avec Christy. On a l'impression que Bradley, à chacune de ses rencontres, ça allait beaucoup trop vite. À chaque fois, c'était trop intense et il ne savait pas gérer la situation. Bref, Kristen et Bradley décident de se marier et ils l'emmènent en voyage de noces aux Fidji. Je trouve ça quand même assez spécial de faire exactement le même voyage de noces avec sa nouvelle femme. Je trouve ça à la limite du malsain, ça me semble très bizarre quand même. Bref, Kristen dira de lui qu'il pouvait être jaloux et ne pas pouvoir se contrôler. Un soir où Kristen lui annonce vouloir le quitter, il a eu des gestes violents envers elle. Il l'aurait poussé violemment sur le lit et l'aurait poursuivi juste après. Elle a dit « he put me down » ou encore « he chased me ». En gros, ça voulait dire qu'il l'a fait tomber au sol, qu'il l'a fait tomber et qu'ensuite il l'a poursuivi. Ici, c'était catégorique, on était sur de la violence conjugale. Donc tout ce qu'on peut noter ici, c'est que cet homme était un putain de récidiviste. Selon elle, Bradley était un homme vraiment manipulateur, menaçant et jaloux. D'après d'autres documents obtenus par ABC News, il se serait également marié à une autre femme en septembre 2019. Et il aurait divorcé seulement 1 mois avant que Bradley ne rencontre Christy. Malgré ces accusations, Bradley n'a jamais été arrêté, donc il n'a aucun antécédent criminel. Voilà pour la parenthèse concernant le passé de Bradley. Maintenant qu'on en sait un peu plus, tout s'éclaircit. Revenons à cette soirée entre Bradley et Christy. Après leur dispute, un grand cri et un silence est décrit par les voisins. Personne n'ira frapper à la porte de leur bungalow. Et nous n'aurons donc aucune nouvelle du couple Dawson. Le lendemain, soit le 10 juillet, le couple ne se présente pas au petit déjeuner. C'est donc un peu inquiet que leur majordome personnel décide de se rendre à leur bungalow pour voir si tout allait bien. Mais une fois arrivé sur la porte du bungalow, il voit un panneau ne pas déranger. Et bien quand il voit ça, il décide de ne pas les déranger du coup.
tout simplement. Vers midi, la femme de ménage décide d'utiliser sa propre clé pour faire le ménage. Et en s'avançant dans le bungalow, c'est une scène d'horreur qu'elle a devant ses yeux. Dans un espace étroit entre le mur et les toilettes, Christy était allongée au sol. À côté d'elle, le couvercle des toilettes fissuré, visiblement violemment battu et couverte de sang. Très vite, des médecins arrivent sur le lieu du crime, mais il n'y a rien à faire, Christy était morte. Malheureusement, c'était déjà trop tard. Le complexe Turtle Resort déclarera: nous pouvons confirmer qu'un incident a eu lieu avec ce couple le 9 juillet. Tout ça a entraîné un résultat tragique et le dépôt d'accusation. Nous avons pleinement coopéré avec la police qui a mené une enquête approfondie et qui a maintenant quitté l'île. Notre priorité principale est la sécurité pour nos invités et nos équipes. Nous sommes énormément attristés par cet événement. Par respect pour les personnes touchées, et étant donné qu'il s'agit d'une question juridique ouverte, nous ne pouvons pas fournir d'autres commentaires pour le moment. Nous sommes profondément attristés par l'événement et adressons nos plus sincères condoléances à la famille et aux amis de Madame Chen. La cause de la mort de Christy ne se fait pas attendre. Elle a été battue violemment à mort. Un examen post-mortem a révélé qu'elle avait subi de multiples blessures traumatiques au corps et un traumatisme crânien. Des lacérations sur le corps, aux épaules et à la tête. Personne ne peut imaginer la violence de ce meurtre. Le corps a fini par être incinéré tant la violence était forte. Les lacérations présentes sur le côté de son visage, au niveau de ses yeux, étaient tellement profondes que le liquide d'embaumement n'arrêtait pas de fuir. Elle a tellement été battue qu'elle n'a pas pu être embaumée. Ses parents ont dû rapatrier les cendres de leur fille aux États-Unis. Et même si les circonstances de sa mort ne sont pas claires, à ce moment-là, les médias locaux partageront leurs doutes sur Bradley en insistant sur le fait que lors de sa mort, il n'était nulle part. Il n'était nulle part non plus lors de la découverte du corps mort. Car oui, Bradley se fait discret. Si le corps de Christy a été retrouvé, lui n'est pas dans les parages, il a tout simplement disparu. Comme par hasard, comme c'est bizarre. On a l'impression qu'il a quelque chose à se reprocher, le bougre. Le même jour vers 15h, donc peu de temps après la découverte du corps de Christy, Bradley est découvert, 36 heures après le meurtre. Il a été retrouvé sur l'île Matakawelevu. Et comme vous le voyez, la prononciation c'est pas trop ça. En même temps, l'île de Matakawelevu, encore plus long, s'il vous plaît. Mais comment vous voulez que je m'en sorte? Bref, un homme de 49 ans se baladait le long de la plage aux alentours de 15h. Et c'est là qu'il a aperçu un homme avec des ecchymoses sur le corps et les pieds ensanglantés. Cet homme lui offre de l'eau car il lui paraissait un peu perturbé. Bradley refusa cette eau prétextant qu'il allait bien. Mais apparemment, et d'après l'homme, il semblait ivre. Pendant sa déposition, l'homme dira les choses suivantes. Il ne nous a pas dit qu'il avait tué sa femme, mais je pouvais encore sentir de l'alcool sur lui. Il a continué à répéter qu'ils se sont battus et n'a pas été précis sur cette histoire. Il disait simplement qu'il y a eu une bagarre. Bradley Dawson est donc arrêté. Après son arrestation, il avouera qu'ils se sont disputés, mais qu'à la suite de cette dispute, il a marché le long de la plage et a décidé de prendre un kayak. Mais sentant que son mensonge ne prenait pas, il dira simplement que le meurtre était un accident. Un accident. Et elle a quand même été battue à mort d'une violence extrême. Je sais pas à qui il essaie de faire gober tout ça, mais c'était certainement pas un accident. Les enquêteurs vont également découvrir que le soir où Bradley a fui, il est parti avec uniquement son portefeuille et son passeport. Et surtout, il avait laissé sur place son téléphone et sa montre GPS. Tout laisse à penser qu'il espérait rejoindre le continent qui se retrouvait à 2 ou 3 heures en bateau. Il voulait fuir les Fidji avant la découverte du corps. Voilà pourquoi il est parti en pleine nuit. En volant un kayak, ça semblait évident qu'il voulait fuir. Bradley est le suspect numéro 1. Quelques jours après la découverte du corps, le 13 juillet, les parents de Christy reçoivent un appel fatidique de la part du département d'État. Ils pensaient que c'était une blague. Personne n'aurait pensé qu'en plein milieu de leur lune de miel, une personne aurait pu décéder d'une autre façon qu'avec un accident. Et encore moins un crime où c'est l'époux qui est suspecté. Quelle tristesse pour les familles de découvrir tout ça. C'était censé être les plus belles semaines de leur vie, mais ça va pas du tout se passer comme prévu. C'était censé être des moments inoubliables, et bien ça va se transformer en cauchemar. Et la famille de Christy devra vivre avec ça jusqu'à la fin de leur vie. Là, il était temps de rendre justice et de condamner cet homme qui a pris la vie de cette pauvre femme. Le procès de Bradley Dawson va donc se dérouler en 3 parties. Tout d'abord le 13 juillet, et ensuite le 27 juillet et le 18 août à l'Autoka en 2022. Donc cette affaire est très récente. Dites-vous que tout ça s'est déroulé cet été. Quand on y pense, ça semble fou. 4 jours après le meurtre, soit le 13 juillet, Bradley va comparaître devant le magistrat de... c'est dur à dire.
Sekonaya Vodoki Solomon. C'est hyper dur à dire et je vous mets au défi de le répéter. Parce que c'est facile de vous moquer, bande de fourbes, mais essayez et envoyez-moi ça en vocal sur Instagram. J'ai hâte de vous entendre et voir si vous avez réussi. Bref, son avocat Iqbal Khan déclare que ce dernier ne pouvait pas confirmer de manière exacte la façon dont sa femme est décédée, mais il maintient qu'il est innocent. Bradley et lui vont tenter de demander une caution, mais l'avocat sait pertinemment qu'il y a 99% de chances qu'elle soit refusée. Bradley n'avait aucun lien familial qui pouvait fournir d'assurance. Autrement dit, il n'y a aucune sûreté qu'une fois la caution acceptée, Bradley ne s'enfuise des Fidji. Autre preuve accablante, lors de sa comparution, il ne coopère pas avec les autorités, et ces dernières ont même demandé au juge d'ordonner un test ADN. Parce qu'il faut savoir que Bradley l'avait refusé aux policiers lors de son arrestation. Ce refus soulève davantage de soupçons sur lui, ça paraissait vraiment étrange. Parce que s'il n'avait rien à se reprocher, pourquoi il a dit non alors ? C'était plutôt bizarre. Mais ce prélèvement d'échantillons ADN ne peut être ordonné que par la haute cour de l'Otoka et non au magistrat. Sa détention est donc ordonnée et Bradley devra rester en détention provisoire durant 14 jours, avant qu'il ne soit convoqué au tribunal le 27 juillet. Ce jour-là, il est jugé en fonction de la loi des îles Fidji et non de la loi américaine. Bradley apparaît avec une valise à la main. Il était sûrement persuadé qu'il repartirait libre, pensant qu'il allait tranquillement sortir du tribunal et prendre le premier avion pour rejoindre les États-Unis. Mais c'est tout un autre avenir qui se dessine pour lui. T'allais pas t'en sortir aussi facilement, mon gars. Après un meurtre, c'est pas aussi simple la vie, reste à ta place. Premièrement, le procès se déroule aux îles Fidji et non à Memphis. Ensuite, s'il est reconnu coupable du meurtre de Christie, il risque alors la prison à perpétuité. Brad Garey, un agent du FBI, expliquera que lorsque des Américains se rendent dans des pays étrangers et sont soupçonnés de crimes comme dans le cas de cette affaire, les autorités locales utilisent leur process. Donc Bradley ne sortira pas des Fidji tant que l'affaire ne sera pas réglée. Et sans grande surprise, sa demande de caution sera refusée. Autant dire que là, il n'était pas prêt de pouvoir rentrer. Lors du procès au tribunal, la défense de Bradley est qu'après l'accident, la dispute, il aurait quitté les lieux et quitté l'île car il paniquait et qu'il avait été choqué. Son avocat le décrit comme un homme affligé à l'idée de perdre sa femme, dont le rétablissement se fait progressivement. Bradley maintient qu'il s'agit d'un accident, qu'il est parti et qu'après ça, elle a glissé et qu'elle s'est cognée la tête. Ici, je vous rappelle qu'elle a été battue à mort, donc tout ce qu'il est en train de dire est totalement faux. Ce jour-là, l'avocat des parents de Christie, Ronald Gordon, s'opposera à toute demande de mise en liberté sous caution. Pour lui, il était responsable du meurtre et il va déclarer toutes les choses suivantes. La famille suivra les procédures pour s'assurer que justice soit rendue à Christie, compte tenu des horribles blessures qu'elle a subies. Iqbal, l'avocat de Bradley, dira qu'il était trop désemparé pour parler. Bradley va bien maintenant, mais il était vraiment affligé quand c'est arrivé. La semaine dernière, il était dans un état désespéré, mais il se reprend maintenant. C'est une chose horrible que cela s'est produit pendant votre lune de miel. Ici, on voit bien que son avocat n'a aucune preuve pour le défendre, et qu'il est en train de jouer sur la pitié pour essayer de le faire passer pour une victime. Il essaie de le faire passer pour le pauvre époux en deuil alors qu'il était en pleine lune de miel. D'ailleurs, selon les rapports, Bradley n'aurait pris conscience de l'accusation de meurtre qui pèse contre lui seulement lorsque ça lui a été lu au tribunal. Ici, j'ai vraiment l'impression qu'il se joue de tout le monde, qu'il tente le tout pour s'en sortir. À la suite de ce procès du 27 juillet, les résultats sont les suivants. Bradley maintient que c'est un accident. Aucune mise en liberté sous caution n'a été fixée. Il restera en détention à l'Otoka jusqu'à l'enquête du 18 août qui remettra en question sa demande en liberté sous caution. Une équipe d'enquêteurs sera à nouveau envoyée dans la région. Donc pour l'instant, aucune condamnation pour cet homme qui a probablement tué sa femme. Après, peut-être qu'on se trompe depuis le début, mais ça m'étonnerait fortement. Donc je laisse place à vos théories pour savoir si oui ou non Bradley est le meurtrier. Moi, tout ce que je retiens, c'est que sa femme a été battue à mort. Donc c'est assez difficile d'avoir d'autres théories, mais je vous laisse avancer ça dans les commentaires. D'après cet événement, tout le monde a été choqué d'apprendre sa mort. Raina Schomburg, une collègue et amie de Christie, dira « Je viens d'envoyer un texto à tous mes amis et mon mari pour leur dire que j'espérais que ce ne soit pas vrai. Mais mon mari me l'a confirmé. Elle était tellement excitée de se marier et d'avoir des enfants. » Un autre ami, Matt Koenig, confiera que Christie était attentionnée, douce, généreuse, le genre de personne qui peut se lier d'amitié avec n'importe qui. Sur les photos, on peut voir que Christie était une femme avec un sourire radieux, une personnalité aimante, et ce qui est sûr, c'est que les gens qui l'ont aimée ne l'oublieront jamais.
Ainsi se termine l'histoire de Christy Chen. Elle était censée vivre les plus beaux jours de sa vie, mais malheureusement, ce ne sera pas du tout le cas. Honnêtement, cette affaire me fait vraiment de la peine. Je me dis, mais en vrai, la vie, c'est tellement simple. Si t'as des problèmes avec ta femme pour X raisons, que tu ne t'entends plus avec elle, mais séparez-vous, bordel. Rien ne vous retient. Si c'est mieux pour vous d'en rester là, et bah c'est parti. Lâchez-vous, refaites votre vie et c'est terminé. Faut toujours que dans certains cas, ça dépasse les limites. Ça commence avec des violences conjugales jusqu'à commettre un meurtre dans certains cas. C'est terrible. Ici, on n'est pas sûr à 100% qu'il l'a tué, mais tout porte à croire que c'est lui. Déjà, quand on regarde son passé avec ses ex, ça en dit long. Après, quand tu regardes l'autopsie du corps de Christy qui est battu avec des lacérations, là encore, ça en dit long. Pour moi, même s'il n'a pas été encore condamné, c'est un putain de meurtrier. Le mec est retrouvé ivre au bord de la plage, il ne sait plus quoi dire, ça paraît évident. En tout cas, j'attends vos avis concernant cette affaire. J'ai besoin de mes meilleurs enquêteurs pour débattre en commentaire. Peut-être que j'ai raté un truc et que c'est un touriste qui a manigancé tout ça. Mais franchement, ce serait hyper gros. Et franchement, je serais totalement sur le cul si on trouve d'autres informations. Bref, j'attends vos avis pour savoir s'il est bel et bien coupable. Sur ce, cette affaire est terminée et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Mogota.